Donc, bienvenue à Oui, toutes et tous de nous rejoindre. C'est le troisième atelier de la communauté manager. Je ne sais pas si certains et certaines ont déjà participé au précédent, qui était, voilà, on essaie toujours d'initier des thématiques qui sont plutôt retenues par les collaborateurs qui ont suivi une formation chez Actinum, dans laquelle il y a toujours matière, muscle à creuser et à alimenter finalement, à enrichir sa montée en compétences. Sur ce troisième volet, donc en premier volet, on a eu un premier échange sur DISC, sur les profils de personnalité, un deuxième sur la RSE, comment inclure finalement une compréhension, une démarche RSE au sein de ses actions, de ses mises en œuvre de poste. Et on est donc sur ce troisième atelier, temporalité versus livrable, savoir prioriser ses actions en fonction du temps dont on dispose. Je vais me présenter succinctement. Donc moi, Carole Prozowski, je suis responsable pédagogique d'Actinum et je vais accompagner Julien, formateur expert, sur cette thématique et peut-être qu'il se présente à son tour succinctement. ouais, tout à fait. Moi, Julien Lefièvre, donc je suis formateur sur les domaines de l'agilité, le management, les soft skills. Je suis coach professionnel aussi, Scrum Master, facilitateur. Bon, globalement, tout ce qui est en rapport avec le collectif et l'animation de collectif. Voilà. Ok, super. Sur la Alors, partie Actinum. juste pour repartir un petit peu sur qui on est, je pense que tout le monde le sait, hein, vous avez potentiellement suivi déjà une animation, mais on se veut vraiment sur l'identité à un organisme de transformation. Et transformation, l'idée étant de pouvoir vous rendre le plus acteur possible, hein, le plus actif possible dans le processus formatif et de créer finalement une immersion qui s'acte vraiment sur 3 engagements dans nos veilles pédagogiques, dans la façon dont on construit aussi l'innovation des modalités actives, sur la personne, comment elle se projette-t-elle de manière humaine dans son organisation. Projet, c'est là, est-ce qu'on va voir aussi un petit peu plus finement aujourd'hui sur la matière gestion de projet, et planète, de vraiment cultiver des compétences d'innovation qui sont ancrées dans une performance durable de management. Donc, comment, là, on a plusieurs modèles qui sont boost. Vraiment, le boost de compétences, c'est vraiment des formations courtes. Le modèle impact, qui est plus long, dans lequel on peut être amené à intégrer une reconversion de carrière ou une transition. Et les formations tech, qui sont plus destinées à des postes techniques, data analyst, et dans laquelle on a vraiment scruté finalement tous ces paramètres techniques. Donc ça, c'est le contour d'Actinum, je ne reviens pas dessus, je pense que vous le connaissez tous plus ou moins, les valeurs, les différentes cibles et les financements qui nous sont attribués pour que justement on puisse déployer sur le format booster particulièrement les prestations et les parcours qu'on vous propose. Donc la pédagogie, hein, c'est ce qu'on essaye aussi de mettre à niveau dans ces ateliers ponctuels, hein, c'est vraiment de voir comment on retient l'information et comment justement on aguerrit, on s'ancre sur ce qui a été vu potentiellement en animation, qu'est-ce que ça crée dans la durée. Donc vraiment sur une évaluation distanciée, comment on arrive et quelles sont les questions potentiellement qu'on pourrait se poser si on a déjà suivi une animation sur le sujet, et si ce n'est pas le cas, comment justement on le découvre. Voilà les différents parcours. On va passer rapidement, comme ça, l'idée c'est d'aller tout de suite dans le vif du sujet et qu'on puisse s'intégrer sur notre thématique du jour. Donc, juste pour revenir avant sur les différents ateliers, comme je vous ai dit, on en a déjà eu 2, vous êtes ici, donc le 31 avec temporalité versus livrable. On en aura 2 en présentiel, donc pour ceux qui sont sur Paris ou Toulouse, n'hésitez pas à vous inscrire. L'idée, ce sera encore plus finalement sur un modèle présentiel dans lequel on va pouvoir se mettre un peu dans un modèle OBEA, de voir comment on va aussi utiliser l'espace, hein, parce que du coup, maintenant, on essaye d'être aussi innovant dans la façon dont on crée la dynamique en présentiel, sur les tips de bien-être au travail, et vraiment la bonne équation avec une performance durable.
et le dernier atelier pour avant la saison estivale qui sera le 1er juillet et qui sera réussir son pitch. Julien, je te laisse la main. Allez, on démarre. Donc, moi, on m'a dit population, gestion de projet. J'ai dit, super, on va parler des projets, management et gestion de projet. Et du coup, je me suis dit, on va repartir du monde parfait. On en parle une bonne fois pour toutes, puis après, on n'en reparlera plus parce qu'il n'existe pas, en fait. Mais c'est bien de se le recadrer. Le projet, à l'origine, c'est vraiment une idée. Et du coup, à partir de cette idée, on va produire un livrable qu'on aimerait obtenir. Et là, après, la machine s'enclenche. Une fois qu'on a cette cible, on met les équipes en branle-bas de combat, on estime le temps, la charge que ça représente. Et puis, du coup, on dit un go-no-go, on met une date, on en déduit un délai. Et une fois qu'on a ce délai, on a une date de fin. Il ne nous reste plus qu'à découper en tâches, à faire une planification. Pour pas que ça dérape, on fait un suivi régulier de l'avancement et éventuellement, on cadence ça en définissant des jalons qui ne sont pas des livrables, qui sont plus des étapes clés du projet, qui ne sont pas concrètes, qui ne sont pas forcément un livrable concret, mais qui sont des périodes qu'on est capable de se fixer et de savoir si passer cette étape importante, ça peut être une validation, par exemple, ou juridique ou légale, etc., qui nous permettent d'avancer sur la suite. Ça vous paraît clair, ça paraît clair, ça, pour ceux qui sont là et qui souhaitent. N'hésitez pas, hein, je suis disponible sur le chat si vous avez des questions ou si vous souhaitez intervenir à un moment. Ok. Ce qui fait que si on y met un peu de scientifique, finalement, un projet, c'est super simple. C'est une date de début, une somme de tâches qui nous permettent d'atteindre une cible, qu'on multiplie par le temps que chaque tâche doit prendre, et puis ça nous donne une date de fin et un livrable. Voilà, terminé. On a fini la gestion de projet. Ça ne vaut pas le coup de faire des formations pendant des années pour ça, puisque un projet, c'est juste ça. Le problème, c'est que ça, c'est la théorie, et ça ne se passe jamais comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous en avez déjà eu des projets comme ça, moi, jamais. Pourtant, ça fait une bonne quinzaine d'années que je fais des projets. J'en ai jamais eu un seul qui s'est fait comme ça. Et d'un autre côté, peut-être, heureusement, sinon, ce ne serait pas très drôle. Dans la réalité, il y a des décalages, il y a des changements, etc. Et ils sont de plusieurs types. J'aimerais savoir un peu, chez vous, qu'est-ce qui, en général, ne marche pas par rapport à cette théorie universelle du projet qui se déroule parfaitement. Oui. Comment vous pourriez définir les obstacles que vous pouvez rencontrer? Et de savoir aussi peut-être s'ils sont récurrents. Hein. Est-ce que c'est toujours le même ou est-ce qu'au contraire, ça dépend des projets? Alors, Valentin est en train d'écrire. Modification du périmètre en cours de route. Ah, il est magnifique celui-là. Ouais. Délai qui s'allonge pour Pénélope. Bonjour Pénélope. Ouais. Voilà, je pense que ça, ça résonne. Faustine est en train. Adhésion des parties exécutantes. Ah oui, il est intéressant celui-là aussi. Ouais. C'est peut-être pas celui qui nous vient le plus vite, mais c'est Valentin aussi. Réduction du budget. Donc là, c'est la contrainte drastique de voir comment on réduit, comment on assimile, on synthétise avec un acquérissement moindre. Alors, ouais. C'est déjà pas mal. Ouais, on en a la plupart. Hein. Après, c'est des grands groupes, mais on arrive à peu près toujours à cela. À ça, ouais. Aussi. Ouais. Alors, je vois. Erreur de calcul dans les délais prévus. Eh oui. Tout à fait. En Alors, fait, on s'aperçoit que la plupart de ces différentes causes, c'est souvent des causes humaines. Ouais. Par exemple, si on les reprend dans l'ordre, la modification du périmètre en cours de route, il est évident que celui qui a eu cette idée à l'origine, au fur et à mesure où le projet avance, l'idée évolue, on a d'autres idées, peut-être que le marché aussi, on se compare au marché, il y a du temps qui passe, donc forcément il y a des choses qui changent. Donc évidemment, l'idée qu'on a eue le jour J, c'est jamais celle qu'au final on va mettre en œuvre. Parce que, entre-temps, ce qu'on appelle nos parties prenantes, nos clients vont faire évoluer ce besoin. Les délais qui s'allongent, ça va avec aussi l'erreur de calcul. C'est-à-dire que au moment où on nous a présenté le sujet, on a fait un macro chiffrage, comme son nom l'indique, il est macro, et puis après,
Le problème de nos clients, c'est que souvent, ils n'entendent pas la notion de macro-chiffrage. Ce qu'on leur donne comme chiffre, c'est le chiffre définitif et après, tout est acté selon eux. Mmh. Et puis l'adhésion des parties exécutantes, c'est vrai aussi, on est encore dans les choses humaines. Finalement, le seul qui n'est pas trop une notion humaine, c'est la réduction du budget, mais on le connaît tous parce qu'encore une fois, au fur et à mesure où le projet avance, et ben, il y a d'autres priorités qui peuvent arriver dans la société, etc. Et voilà, les contraintes quelconques font que le budget qu'on avait alloué à l'origine n'est pas forcément le même Mmh. qu'à la fin. Donc là, ce que je comprends, c'est en fait dans tout ce qui peut, être opéré comme un obstacle, c'est de voir finalement comment on arrive à se distancier pour avoir un effet modulable sur qu'est-ce qui finalement, Mmh. va pouvoir être adapté, transformé et au contraire, qu'est-ce qui est le plus difficile à modifier? Mmh. C'est ça. On passe son temps finalement à s'adapter. Moi, je les ai classés en 2 grandes catégories, Ouais. mais en effet, bah, c'est, pour reprendre nos icônes, c'est la cible qui change, hein, c'est le livrable qui change entre-temps, donc ou qui grossit parce qu'au fur et à mesure, les gens disent: «Ah et puis il nous faudrait aussi ça» et puis aussi: «Ah, puis on a pensé que ça serait bien aussi qu'on ait ça doit pas coûter beaucoup plus cher». Voilà. Ou alors carrément, le virage à 180 degrés en se disant: «Bah, à l'origine, j'en sais rien, on vous avait demandé, une appli, puis en fait, on se rend compte que, un site web, ça serait mieux». Ah, oui, OK, Mmh. bah, ça change un peu tout. Hem Et puis le deuxième, en effet, c'est tout ce qui est estimation de la charge, mais des fois, c'est pas seulement l'estimation, c'est qu'on prend du retard dans la réalisation, hein. On n'a pas des c'est pas ChatGPT qui développe, hein, c'est des Pas humains et encore, donc ouais. il peut y avoir, des encore, donc il y a forcément des décalages, voilà et puis c'est là qu'on va pouvoir parler éventuellement d'une gestion du temps qu'on pourrait optimiser, que Mmh. ce soit individuellement ou collectivement. Donc, individuellement au sens de mes tâches à moi, et puis vous, en tant que manager, chef de projet, etc., comment j'optimise la gestion du temps de mon projet, donc de mes collaborateurs. Mmh. Toujours est-il que si on avait un projet parfait, la notion de ce que j'ai mis en bas, nécessité de prioriser, n'existerait pas finalement, on a le temps de tout faire et de faire bien. Finalement, on les ordonnerait, mais ce ne serait pas tellement une notion de priorité. Mmh. Seulement là, ce dont on vient de parler, c'est ça, c'est que quand au bout d'un moment, il y a tous ces éléments-là qui viennent changer le périmètre du projet, bah, si vous avez pour le coup un peu fait de gestion de projet ou ces cursus-là, il y a 3. Je ne l'ai pas mis en visuel parce que finalement, le métier accepte aucun des 3, mais il y a 3 leviers finalement. C'est celui d'augmenter le temps. Quand on est en Mmh. retard, bah, on augmente le temps pour arriver à la même cible. Ou alors c'est de diminuer le périmètre de ce qu'on veut livrer. Ou le dernier, c'est éventuellement de faire monter plus de personnes, donc mettre plus de Mmh. charges pour essayer de continuer à avoir l'équation qui continue à fonctionner. Mmh. Attention quand même sur le dernier, on prend souvent l'exemple de il faut 9 mois à une femme enceinte pour faire un bébé. C'est pas parce qu'on prend 9 femmes qu'on va faire un bébé en un mois. Donc, augmenter la charge, ça a ses limites aussi. La parallélisation, etc., c'est pas, voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire comprendre à nos métiers, qui n'est pas toujours évident. Il suffit pas de Mmh. rajouter du temps pour que ça aille N fois plus vite. Mmh. Est-ce que pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez, préciser, vos profils de poste? Pour qu'on ait un peu une idée, une évaluation de sur quelle, gestion, de projet ou, heu, hem, comment vous appréhendez les projets en fonction de vos postes? Je vois que Pénélope est en train d'écrire. Coordinatrice commerciale et marketing, d'accord, OK. Merci Pénélope. Valentin aussi. Ça nous donne un petit peu, une idée un peu structurelle, hein, en termes de structure, d'organisation. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Valentin. Chef de projet On est en, IT. on est en OK. plein dedans. On est en On plein est en dedans, plein ouais. dedans. Ouais, OK, d'accord. Ce que je raconte à Valentin, c'est son quotidien. Oui, langage connu. En plein Voilà, dedans, oui, absolument. On a bien parfait. compris. OK. OK, Donc pour ouais. repartir sur cette Mmh. notion de gestion du temps Mmh. et de la nécessité de maîtriser ce temps qui file sur les projets, Mmh mh. moi j'aime bien parler du trio gagnant, focus, routine, priorité, Mmh mh. que je vais détailler dans les prochaines slides. Mais voilà, c'est ces 3 piliers sur lesquels on a la main pour essayer de faire bouger la temporalité et essayer d'optimiser le nombre de livrables qu'on a par unité de temps,
puisqu'on est en plein dedans aujourd'hui dans le sujet. Puis comme j'aime bien jouer, je vous propose un petit quiz pour commencer. Sur la partie focus, je commence sur la partie focus. Pourquoi je parle de la partie focus? C'est tout ce qui est en rapport avec le dérangement. Voilà, ce qui fait qu'on ne peut pas rester 100% concentré sur ses tâches toute la journée. Donc, je vous ai mis quatre petites questions rapides comme ça pour savoir un peu, selon vous, combien de notifications on reçoit en moyenne par jour sur son smartphone. Parce que ça fait partie des dérangements qui sont assez nouveaux, finalement, sur l'échelle du temps de la vie. C'est assez récent, finalement. Et surtout, quel impact aussi ont les réseaux sociaux sur notre productivité? Il y a des études qui ont été faites pour savoir, de se dire, bon, avec les différents réseaux sociaux, qu'est-ce que ça impacte sur notre productivité? Et puis le deuxième, qui est, pour le coup, qui a toujours existé, c'est pas lié aux nouvelles technologies, c'est la notion d'interruption. Voilà. Selon vous, en moyenne, on est interrompu tous les combien de temps? Et qu'est-ce que ça fait en termes d'impact sur notre productivité? Donc là, il y a plein d'études qui ont été faites. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez des petites idées sur ces différents chiffres. Je pense au moins sur le nombre de notifications par jour. Alors, il y en a, je vais vous donner une moyenne. Et en plus, alors, attends, peut-être, ça peut être intéressant. Selon vous, combien de notifications vous recevez par jour? 25, dit Pénélope. Ouais. Entre les mails, Teams, CGM, peut-être 50. Ouais. Vous voyez, hein, on est vraiment sur un volume conséquent pour Valentin. Les interruptions fréquentes diminuent la productivité, mais dans de combien surtout le bon? Alors, je vous donne les réponses. Pour les notifications, en 2019, alors quand on voit un peu qu'en plus, comme tout ça évolue à une vitesse grand V, il y a 4 ans, c'était déjà en moyenne 64 notifications par jour sur son smartphone. Donc, vous imaginez aujourd'hui à combien on en est. Et on estime que la partie vraiment pure réseaux sociaux, parce que là, Valentin l'a bien dit, dans les notifications qu'on a, on a des choses qui n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux, le boulot, les mails, le Teams, etc. Juste la partie réseaux sociaux, on estime que ça a baissé la productivité en moyenne des gens de 13%, ce qui est assez significatif, mais qui est bien loin des interruptions. C'est-à-dire que les interruptions, c'est ce qui fait le plus baisser la productivité individuelle. On estime que ça fait baisser la productivité de 28%. Comment on a mesuré ça? On a pris des gens qu'on mettait dans une bulle, qui faisaient un travail, et puis on a mis des gens dans la vraie vie. Et on s'est aperçu qu'il y avait une différence de 28%. Parce qu'en fait, on estime que les interruptions, c'est toutes les 10 minutes en moyenne. Donc, on est vraiment focus, pour reprendre ce terme, que très peu de temps entre deux interruptions. On a quand même la main sur ce genre de choses. Et quand je parle des notifications, quand je dis on a la main, c'est un vrai phénomène que pour le coup, que les GAFAM ont pris vraiment en considération. Ça fait 2-3 ans qu'on ne voit pas une keynote Apple ou un événement Google où ils ne passent pas beaucoup de temps à nous expliquer toutes les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont mis en place dans leur système pour filtrer les notifications, justement, pour mettre les notifications à certains moments de la journée, pas à d'autres, etc. Donc, c'est vraiment un phénomène que eux, déjà, avec leurs employés, connaissent et qui est vraiment maintenant connu comme quelque chose qui, là, on parle d'un cadre professionnel, donc on parle surtout du fait que ça diminue éventuellement la productivité des personnes, mais de manière générale, c'est quelque chose qui est source de sollicitation permanente des gens, qui génère de la fatigue, voilà. Donc, c'est vraiment un phénomène de société qui dépasse bien le cadre des projets. Donc là, il y a vraiment des choses à faire d'un point de vue individuel pour gérer ces notifications, pour réussir à filtrer ça. Après, je reprends justement ce qu'a dit Valentin sur les mails, Teams, GSM, etc. C'est vraiment voilà, tout le panel. Là, on a tout le panel. Et dans son équipe projet, on a quand même une certaine possibilité de définir collectivement des règles de dérangement en fonction des urgences. Qu'elles soient communes, tu veux dire, à tous? Exactement. Voilà, c'est-à-dire que
on a tous dans notre entourage l'exemple de personnes qui viennent nous voir ou nous téléphonent pour un truc qui n'est pas urgent, quoi. Ça, Donc, si déjà, sur la granularité équipe-projet, on arrive à se dire, si vraiment tu as besoin d'une information en asynchrone, tu n'as pas besoin de cette information de manière urgente, envoie-moi un mail. Je vais lire mes mails à certains moments de la journée et donc je vais te répondre. Voilà. Si c'est un peu plus urgent, fais-moi un Teams parce que déjà, on est sur une notification, il y a quelque chose. Mais sur un Teams, je me laisse aussi la possibilité d'avoir un temps de latence pour te répondre. Si vraiment c'est urgent, tu te déplaces si on est en physique ou pas en télétravail, sinon tu téléphones. Voilà. Et ce genre de petit tuning qu'on peut faire au sein de l'équipe, ça fait une différence déjà énorme qu'on partage tous ce genre de détails. Un autre détail que j'ai expérimenté personnellement dans certaines de mes équipes, surtout avec la mise en place du télétravail, c'est tout bête, mais c'est des fois d'envoyer un Teams pour dire « est-ce que je peux t'appeler ?» C'est-à-dire que le téléphone, c'est quelque chose de très invasif. Voilà, on peut des fois être en présentation, ça se met à sonner. On peut des fois être en train de faire quelque chose, ça nous prend, quoi. Des fois, juste d'envoyer un petit Teams en disant « je préférais qu'on parle de ça à l'oral, est-ce que je peux t'appeler ?» Et ben, ça permet à la personne d'avoir la liberté de dire « écoute, je finis un truc, appelle-moi dans 5 minutes, est-ce que c'est OK ?» Et rien que ça nous permet déjà d'augmenter notre productivité d'une manière vraiment significative. Et puis après, ça, c'est des quick wins, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre ça en place en 2 heures dans une équipe. On se dit, une fois, on se met sur un coin de table, on définit ça et c'est OK pour tout le monde. Et après, il y a des organisations qui demandent un peu plus de mise en place. C'est des notions de deep work, de focus, de Pomodoro, où là, on est vraiment sur des méthodes d'organisation de sa journée, où on organise justement des plages de non-dérangement officiels. Voilà. Donc, le Deep Work, je vous conseille ce super livre qui parle de ce sujet-là. Et en gros, le Deep Work, c'est quoi? C'est de se dire sur 2-3 heures, voire une après-midi entière, voire une journée pour certains. Voilà, faut tuner c'est de se dire, pendant cette demi-journée, on ne se parle pas, en fait. C'est-à-dire qu'on travaille. C'est une demi-journée, c'est un tunnel où on ne fait que se concentrer sur ses tâches et on n'a pas de dérangement. Ça s'organise, c'est-à-dire qu'au début, quand on met ça en place, la matinée avant l'après-midi, on s'assure. Est-ce que tout le monde a bien géré ses urgences? Est-ce que vous avez du contenu pour travailler en autonomie pendant une demi-journée, etc. Voilà. Et après, clac, on coupe tout. Il reste un système, on garde un système, par exemple le téléphone, où on cadre bien le truc de là, on a le droit de casser le deep work, mais sinon on y va, on file. Et là, on obtient vraiment, voilà, moi pour l'avoir mis en place dans certaines de mes équipes, il y a des gens, ils disent, sur une demi-journée là, je fais en moyenne 30% de ma semaine, en fait. En une demi-journée, sur 5 jours, en une demi-journée, je fais 30% de mon activité de la semaine en productivité. Et puis après, il y a des méthodes plus découpées, qu'on appelle Pomodoro, où là, ça va plutôt être des blocs de 25 minutes, où pendant 25 minutes, on se concentre sur une tâche, on coupe tout parasitage, et au bout de 25 minutes, on fait 5 minutes de pause, où on va venir éventuellement consulter ses notifications, etc. Et on repart pour un bloc de 25 minutes, et tous les 2, 3, 4 blocs, en fonction de ce qu'on arrive à mettre en place, c'est empirique, hein, tout ça, ça s'essaye. On fait une vraie pause de 20 minutes pour vraiment être capable de parler aux gens de l'extérieur. Voilà. Pour information, les gens qui mettent en place la méthode Pomodoro, donc je rappelle, c'est 25 minutes, 5 minutes de pause. Donc, c'est des morceaux de 30 minutes. Quand on essaye de mettre en place ça, on se rend compte qu'au début, on n'arrive tellement pas à couper ces sollicitations externes qu'on arrive en moyenne à faire entre 4 et 5 blocs par jour. 4 blocs par jour, ça fait 2 heures effectives de travail. Hein. C'est rien du tout, en fait. Voire 5 blocs par jour. Parce qu'on n'arrive pas à, d'une part, avoir le contenu vraiment ciblé qui nous permet de travailler 25 minutes sur un truc bien précis. Voilà. Ou alors, on n'arrive pas à couper ces sollicitations. Et petit à petit, on arrive à faire 5 blocs, 6 blocs, 7 blocs. Et en moyenne, quand on arrive bien à faire cette méthode, on fait entre 8 et 10 blocs par jour. Et on estime que quand on arrive à mettre ça en place, on augmente sa productivité de 25%. Donc, c'est énorme. Le gain qu'on a, 25%, c'est énorme. Bien sûr. Donc, voilà, c'est des petites pistes comme ça.
qu'on peut mettre en place de manière individuelle, parce que tout le monde ne peut pas être intéressé par cette méthode, mais on peut se l'appliquer à soi et que les autres ne le fassent pas. Et puis d'autres méthodes plus collectives qui viennent sur les règles de vie de l'équipe projet, où là, on essaye de se mettre d'accord sur des modes de communication. Voilà. Souvent, on dit, bah oui, mais dans mon entreprise, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Au sein d'une équipe projet, au sein d'une petite équipe, on a toujours un petit périmètre de liberté et il faut optimiser ça en équipe, en fait, pour pouvoir avoir l'impression déjà d'agir sur ce temps qui file et qu'on n'arrive jamais à rattraper et ces projets qui décalent. Donc, on a quand même la main sur certaines petites choses. Oui, il y a vraiment un cadre à générer au sein de son équipe pour qu'on puisse justement se mettre d'accord et formuler peut-être. La formulation, c'est important pour qu'on ait tous une indication assez claire du message. Est-ce qu'il y a des choses déjà que vous avez essayé dans vos équipes sur ces différentes méthodes? Ou est-ce que c'est plus tacite des fois dans certaines équipes? Est-ce que vous avez fait la démarche de cadrer tout ça avec vos collaborateurs? Est-ce qu'il y a des pistes indépendamment déjà des méthodes là? Est-ce que déjà, ce que potentiellement, implicitement, vous l'avez déjà mis en place? Et si oui, est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous semble pertinent? Je vois qu'on est en train d'écrire. Il y a des freins organisationnels, mais il y a aussi pas mal de freins individuels qui sont nés du télétravail, bizarrement. Finalement, le télétravail, on se dit ça apporte plus de liberté, etc. Mais ça apporte aussi une pression aux gens, souvent. Parce que finalement, quand on est à son bureau, dans un open space ou dans un bureau, et que quelqu'un vient nous voir et qu'on n'est pas à notre poste, parce qu'on est avec quelqu'un d'autre, en train de boire un café, aux toilettes, il n'y a pas de culpabilité. Finalement, il est passé, j'étais pas là. Personne n'a de doute sur le fait que je suis en train de travailler, juste j'étais pas là à ce moment-là. Par contre, avec la mise en place du télétravail, les gens se sont dit, oh là là, je suis obligé de répondre à tout le monde sur Teams, sur le téléphone, parce que si je réponds pas, les gens vont croire que je travaille pas. Oui, absolument. Et les managers aussi ont bien mis cette pression aussi, le temps de s'habituer à ce mode de télétravail, mais les gens se sont mis cette pression aussi de se dire, si je réponds pas, on va me dire non. Absolument. On va Alors, me dire, il travaille pas. Pénélope nous dit, on a un planning des journées sans service client. Les personnes, donc ça veut dire les personnes de l'équipe ne sont pas connectées au service client, mais tout le monde ne s'y tient pas. Certaines personnes adorent et d'autres ont du mal. Tout à fait. Donc, il y a une mise en place qui est faite, mais finalement, l'adhésion n'est pas nécessairement en adhésion de tous les partis, si on comprend. C'est ça. C'est ça, ouais. Oui, c'est toujours la difficulté. Valentin nous dit, j'ai essayé de mettre en place des plages de travail fixes, mais je n'ai pas réussi à m'y tenir. En général, je traite pas mal d'urgences et je ne prévois et ce que je prévois de faire la veille n'est pas toujours ce que je fais le jour même. Et oui, c'est toute l'adaptabilité finalement en fonction du présent. Tout le monde ne ressent pas le besoin pour Pénélope. Oui. Mais c'est vrai que toi, avec ton poste, Valentin, je te tutoie. Finalement, c'est un peu ton boulot d'être chef d'orchestre, d'aller gérer les urgences, etc. Par contre, si tu arrives à insuffler ça à ton équipe de production, déjà, si elle arrive à se tenir et que toi, tu peux servir de bouclier, peut-être de niveau 1, voilà, pour éviter le dérangement de ton équipe, là déjà, tu es en plein dans ton rôle et ton projet va avancer. Donc, si j'ai envie de dire, si tu es le prix à payer pour que tout le monde arrive à bosser, c'est chouette. Parce que si une personne prend la charge et puis que le reste est tranquille, c'est déjà une belle optimisation. Oui, ça semble être en phase. Et pour rebondir sur ce que disait Pénélope, alors on entend bien qu'on ne peut pas finalement imposer l'adhésion. L'idée, je pense, après, c'est de pouvoir suggérer qu'est-ce qui convient finalement dans la relation qui nous permet finalement de trouver l'efficacité. Donc, on entend que ça ne parle pas et en même temps, c'est potentiellement la question ouverte auprès de ceux à qui ça ne parle pas. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que finalement, il y ait un modèle qui fonctionne à l'ensemble des parties? Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. Et en même temps, dans cette équipe-là, finalement, si certaines personnes aiment l'idée d'être complètement isolées, sans service client ces jours-là pour être productif, et que d'autres n'en ressentent pas le besoin, ça permet d'avoir un service client minimum par jour.
Voilà, il faut juste s'assurer qu'au fur et à mesure du temps, ça n'installe pas une fatigue ou une pression ou quelque chose sur les gens qui assurent quand même ce service-là. Et voilà, là, on arrive plutôt dans la gestion de l'équipe avec des non-dits, des éventuels conflits. Voilà. Bon, si on en arrive au moment où ceux qui ne ressentent pas ce besoin de se déconnecter, on arrive par la fatigue, par le stress, à reprocher aux autres de l'être, là, on a un vrai rôle de manager à jouer pour se dire, OK, on laisse de la liberté sur notre modèle, mais par contre, il faut pas oui, il faut un fil rouge. certains, voilà, exactement. Ouais. Dans cette histoire de focus, selon vous, la meilleure optimisation, c'est d'être monotâche ou d'être multitâche? Qu'en pensez-vous? Monotâche pour Valentin. Pareil. Mais multitâche forcée. Oui. Valentin, c'est notre personne parfaite. Il est à l'image de tout ce qu'on est en train de se dire. C'est vraiment. Oui, c'est que sa force, ce qu'on appelle vraiment la polychronie, hein, être capable de gérer plusieurs choses en même temps. Et là, voilà, il y a pour certains pour qui c'est des facilités, je pense, et puis pour d'autres sur lesquels vraiment c'est très à distance, quoi. Donc, et Pénélope nous dit, mais difficile quand on est manager. Ouais. Et oui, on en revient encore là. Il faut vraiment différencier comment on optimise le temps de son équipe de production et comment on optimise notre temps, nous, de manager ou de chef de projet. Alors, il y a des études très sérieuses qui ont été faites avec des gens brillants qui ont fait toutes ces analyses-là et qui estiment que quand on est multitâche, en moyenne, on met 40% de plus à faire toutes les tâches qu'on a faites par rapport à si on les avait fait en monotâche de manière séquentielle. Voilà, donc, et on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure sur le focus, c'est le dérangement, c'est se réadapter. En moyenne, quand on prend une tâche, si on en prend une autre après, revenir sur la tâche d'avant et être vraiment performant, on estime que c'est au bout de 23 minutes, sachant qu'on a dit depuis le début qu'on n'a jamais 23 minutes de concentration parfaite. Ouais. C'est un cercle vicieux. Voilà. Donc, encore une fois, il y a des gens qui aiment le multitâche, qui vont avoir une performance plus efficace que ces 40% de décalage. Il y a des gens, au contraire, c'est une moyenne. Il y a des gens qui vont faire 2 tâches en parallèle, c'est terminé. En fait, on fait x4 sur le temps. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et surtout à la fatigue, toujours la fatigue mentale que ça génère. Derrière, ce qu'il y a, c'est que finalement, si on est multitâche, c'est peut-être que certaines de nos tâches sont trop grosses. Là, pour le coup, je parle vraiment de tâches de réalisation. Pas de tâches de suivi, pas de tâches de management, mais vraiment de tâches de réalisation. Donc voilà, se faire l'effort de se les découper le plus possible. Pourquoi on les découpe le plus possible? Parce que ça va vachement bien avec une méthode focus ou une méthode Pomodoro, où on va s'en prendre une ou deux qu'on est capable de faire en 25-30 minutes. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de sujets qu'on est capable de découper en petites tâches. Donc il faut faire cet effort-là, d'une part parce qu'on est plus efficace, et d'autre part parce qu'on génère de la satisfaction et de la motivation. Il n'y a quand même rien de plus jouissif que d'avoir une petite liste de tâches et de cocher quand elle est terminée. C'est très bête, mais juste cette action de cocher une tâche comme terminée, voilà. C'est pas comme avoir 50 tâches en cours. Voilà. On en a fait une, on en a fait deux, on en a fait trois. Valentin disait, moi, j'arrive pas toujours à faire le lendemain ce que j'ai prévu la veille, mais à chaque fois que tu en coches une, voilà, il y a une satisfaction associée. Donc, pour avoir cette satisfaction et cette motivation le plus souvent possible, on découpe les tâches dans les morceaux les plus petits possibles. Oui. C'est pas qu'une histoire d'optimisation projet, c'est vraiment une histoire aussi de confort de la personne. Oui, ça demande une certaine mise en place, une certaine flexibilité d'agencement, on va dire, pour déjà avoir une sorte de panorama de ce qui pourrait convenir. C'est ça. Le deuxième élément du camembert que je montais tout à l'heure, c'était les routines. Pourquoi mettre en place les routines? C'est en rapport avec la structuration du temps. C'est une notion de
l'analyse transactionnelle, mais finalement, et Valentin l'a dit encore une fois, quand je prévois la veille de faire quelque chose, c'est-à-dire que ce besoin finalement de planifier, ça sécurise, c'est-à-dire que au moins j'ai mon fil rouge de la journée, et puis je sais si j'arrive à le réaliser ou pas, mais au moins quand je fais quelque chose, je suis pas dans l'incertitude de savoir ce que je fais juste après. Voilà. Et bien, si on arrive à mettre en place dans son organisation personnelle ou dans son organisation projet des routines, des moments qui sont assez fixes, alors que ce soit dans la journée, dans la semaine, ça évite aux personnes d'avoir en permanence cette prise de décision. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais après? Etc. Voilà. Et quand on installe des routines, des automatismes, c'est une autre partie du cerveau qui se déclenche. On sait qu'à ce moment-là, c'est ça qui se passe. Donc, c'est très reposant mentalement. Et puis, ça diminue le stress, cette prévisibilité. Voilà. C'est pour ça que souvent, on se dit, on va se voir tous les mardis après-midi à telle heure, ou tous les matins, on fait un point de 10 minutes, voilà. Parce que ces routines-là, ça cadre la journée. Typiquement, quand on est passé en télétravail forcé avec le confinement, pour certains, il y a des gens qui n'arrivaient pas à faire le passage finalement entre la journée de travail et puis chez soi. Finalement, on était au même endroit, etc. Et ces gens-là, les conseils, c'était vraiment, mets une routine de matin qui dit, là, tu commences ton travail, tu n'es plus chez toi, tu es dans ton travail, et fais une routine le soir qui te déconnecte du truc. Et moi, dans mes équipes, il y a des gens qui ont fait des choses aussi bizarres que pour commencer leur journée de travail, ils sortaient de chez eux par la porte d'entrée et ils re-rentraient par la porte d'entrée. Parce que, voilà. Mais chacun a trouvé sa petite routine. Ouais, voilà, mais il y en a un, c'est mettre une chemise, alors que finalement, toute la journée, il va être tout seul. Mais mettre sa chemise, hop, c'était son truc, il était dans sa journée de travail. Il y en a d'autres qui se sont dit, moi, je vais me caler mon sport, une demi-heure de sport tous les soirs. C'était même pas forcément pour le sport, c'était juste que quand c'est l'heure du sport, c'est terminé, ça fait un sas. Avec le télétravail, on n'avait pas ce sas qui est le sas du transport. Quand on est sur site, finalement, on quitte le travail, c'est physique, et on a tout ce sas du transport avant d'arriver chez soi, et tout ça, c'est du temps qui nous aide mentalement à passer du boulot au perso. On n'avait plus ça, télétravail. Donc voilà. C'est des exemples qui montrent que cette structuration du temps, elle est saine, en fait. Elle permet vraiment aux gens de se dire, là, voilà, ça fait du bien. On sait que, par exemple, jeudi après-midi, il y a deep work. On le sait, c'est comme ça. Donc, je m'organise en fonction de ça, etc. Et puis, d'une manière individuelle, c'est la phrase que je termine, c'est il y a des gens qui sont plus productifs à 9h, puis d'autres qui sont plus productifs à 17h. C'est bien de le savoir. C'est à vous, voilà, d'une manière individuelle, de se dire, OK, je sais que je suis plus productif à ce moment-là, donc je me garde dans mon organisation les tâches qui sont les plus importantes, les plus touchy, etc., pour ce moment-là. Je ne vais pas me mettre une tâche très touchy à 11h30 parce que j'ai le ventre qui gargouille, j'en peux plus, et finalement, il y a une partie de ma tête qui dit est-ce que je fais des pâtes ou est-ce que je fais des haricots verts à midi? Donc, voilà. À ce moment-là, ça ne sert à rien. J'ai envie le plus vite possible de finir cette tâche pour aller manger. Donc, à ce moment-là, je mets une tâche importante. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez impulser aussi dans vos équipes, de dire, mais de ton expérience, comment tu arrives à organiser ton temps, qu'est-ce qui marche le mieux, quand est-ce que, voilà, et donner cette souplesse aussi aux gens. Oui, ce qui crée de l'autonomie aussi, c'est-à-dire qu'on se sent considéré dans son apport le plus productif. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et c'est aussi, par exemple, avec le télétravail, etc., j'en reviens toujours à ça, parce que ça a vraiment mis en exergue plein de ces points qui existaient depuis toujours au bureau, mais c'est venu mettre en exergue ces points, et en même temps, ça a amené la souplesse aux gens. Il y en a qui travaillent mieux le matin, et finalement, à midi, ils n'ont pas faim, parce qu'ils ont bien déjeuné le matin, ils ont faim à 14h. Quand on était au bureau, la pause déjeuner, c'est de 13h à 14h, et puis on va au resto, en plus, donc tout le monde mange à la même heure, au même endroit. Finalement, en télétravail, il y a des gens, ils se sont dit, mais moi, je vais me faire une bonne grosse matinée et je vais manger de 15 à 16 ou de 14 à 15. Et alors, voilà. Donc, cette souplesse-là, voilà, il faut optimiser son temps, il faut se connaître aussi et prendre cette souplesse-là. Et nous, en tant que chef de projet, manager, etc., dans la mesure de ce que le cadre de la société nous autorise, il faut encourager un maximum cette autonomie, cette personnalisation, parce que d'une part, c'est comme ça qu'on arrive à tirer le meilleur des gens. Et d'autre part, quand on leur donne cette autonomie, c'est de la reconnaissance, c'est de la motivation. Ça fait partie de ces facteurs de motivation où on dit aux gens, mais en fait, organise-toi comme tu veux, sois libre à partir du moment où c'est ce qu'il te faut.
Et là, les gens se sentent écoutés, se sentent valorisés, etc. Donc, c'est gagnant-gagnant pour nous. Il faut juste rester dans le cadre de ce qu'on a le droit de faire dans l'entreprise, évidemment, et des contraintes qu'on peut avoir, parce qu'évidemment, s'il y en a un qui commence à manger de 15 à 16, un autre de 16 à 17, un autre de 14 à 15, si on doit faire une réunion d'équipe, c'est plus compliqué. Mais voilà. Et le dernier, on y vient, c'est les priorités. Et pour les priorités, finalement, dans le stop, je mets hérité des urgences des autres. Pourquoi? Parce que quand je suis en train de faire quelque chose, quelqu'un vient me solliciter et me pousse son urgence, c'est peut-être pas mon urgence à moi, en fait. Et si j'hérite des urgences des autres en permanence, bah, finalement, moi, mon urgence à moi, elle marche pas. Donc, si on prend un exemple personnel, bah, ceux qui ont des enfants, tout d'un coup, quand eux, ils savent pas gérer leurs urgences. Donc, ils vont débarquer alors que vous êtes en réunion en ce moment même. Tiens, bonjour, voilà. Et ce qui va être urgent pour eux à ce moment-là, c'est vraiment un truc anecdotique. Et ils viennent nous pousser leurs urgences. Mais en fait, dans le cadre professionnel, on a ça tout le temps. On a des gens qui viennent nous pousser leurs urgences. Il faut absolument que tu regardes ça, c'est hyper urgent. C'est hyper urgent pour toi. Mais attention, parce que moi, j'ai quand même aussi des tâches à faire. Donc, voilà. On ne peut pas dire toujours oui à tout, parce que sinon, voilà. Ou alors, en tant que chef de projet, comme dit Valentin, etc., ça peut être notre rôle. Voilà. OK. Là, d'accord. Bien sûr. On sert de ça, on sert de béquille, on sert d'assistance, etc. C'est notre rôle. Mais si on vient pousser nos urgences à un autre productif, eh ben, il ne produit plus. Donc, attention à ça. Se fixer des objectifs et des délais tenables, il n'y a rien de pire que se dire de toute façon l'objectif qu'on m'a donné il n'est pas réalisable. Bon voilà, moi, j'ai fait des passages dans des administrations, dans les bureaux des filles, il y avait 2 ans de retard de pile de dossiers. Bah en fait, quand il y a autant de retard que ça, il n'y a plus de pression en fait. Je le rattraperai jamais ce retard, donc ça sert à rien que je me dépêche ou quoi que ce soit. Je vis ma vie. Il y a du retard, il y a du retard. Voilà. Donc les délais et les objectifs tenables sont hyper importants pour réussir à garder une motivation et garder un impact. Voilà. Si vous, en tant que chef de projet ou manager, vous fixez des objectifs qui ne sont pas tenables aux gens, ça fait l'effet complètement inverse. Quoi. On part du truc de booster au truc de toute façon, laisse tomber, ce truc c'est impossible, donc ça sert à rien. Ouais, il faut vraiment un effet smart sur la façon dont on agence en amont du projet. Hein. Et travailler ses objectifs avec les personnes concernées. C'est, voilà. Arriver aussi à cette implication collective, bah, ça marche 10 fois mieux en fait. Partager le plus régulièrement possible avec les parties prenantes, ça vient de ce qu'on expliquait tout à l'heure sur les changements de périmètre de son client. Il faut parler à son client, même si on sait qu'à chaque fois qu'on va aller lui parler, il va changer d'avis. Il faut quand même aller lui parler le plus régulièrement possible parce qu'on ne peut pas challenger les priorités si on ne parle pas à notre client. C'est-à-dire que si notre client il nous a dit il y a 6 mois, je veux que vous me fabriquiez un vélo bleu et que depuis, ça fait bien longtemps qu'en fait, il a changé d'avis et il veut une moto verte, mais qu'on ne vient jamais lui parler jusqu'à ce qu'on lui fournisse son vélo bleu, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'au bout de 6 mois, on va lui donner quelque chose qu'il ne veut pas. Alors, si on lui a parlé toutes les semaines, bah ok, peut-être qu'au bout d'un mois, il va nous avoir dit bah non, en fait, je voudrais une moto verte. Oh, on avait commencé à fabriquer un vélo. Ok, mais l'effet tunnel jusqu'à livrer le truc qui ne correspond pas, de toute façon, c'est du temps perdu. Dans 6 mois, il va nous dire qu'il n'en veut pas de ce vélo bleu. Donc, autant qu'il nous le dise le plus vite possible. Donc voilà, il faut vraiment challenger le plus régulièrement possible les parties prenantes pour savoir si on est toujours dans la bonne direction et surtout leur pousser la gestion des priorités un maximum. Quoi. C'est pas à nous, finalement, équipe de réalisation, de déterminer les priorités. Le client, celui qui veut le livrable, c'est à lui, au bout d'un moment, quand on ne peut pas lui donner les deux, c'est à lui d'arbitrer s'il veut l'un ou s'il veut l'autre. Voilà. Donc, c'est important de discuter le plus régulièrement possible avec ses parties prenantes. Oui. Et puis après, j'ai mis des choses, voilà, le apprendre à dire non, la chasse aux réunions inutiles, ça c'est très difficile dans une organisation, ça le fait pas, hein, de pas venir à une réunion où on nous a invités. Pour autant, si on n'est ni participatif, enfin, si on n'a rien à apporter en termes de participation et si on n'a rien à apprendre en termes de contenu, bah, on n'a rien à faire dans cette réunion-là. Et ça, c'est très difficile de faire admettre ça aux gens. Mais pour autant, je pense que c'est le mal du siècle. Hein. Avec les notifications, il y a deux mots du siècle, c'est les réunions et les notifications. Pour challenger les priorités, ça j'en ai parlé. Oui, de savoir bien déprioriser, aussi. C'est ça. Et pour ça, il y a la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas, vous en avez peut-être déjà entendu parler en formation de management ou de gestion de projet. C'est un outil qui est finalement très puissant, aussi bien au point de vue individuel qu'au point de vue équipe projet. Voilà, c'est de systématiquement chaque tâche l'analyser selon ces deux
ces deux axes, l'urgence et l'importance. Voilà. À chaque fois qu'on a une tâche à faire, on fait est-ce qu'elle est urgente et est-ce qu'elle est importante. Et en fonction de ça, on va choisir ce qu'on en fait. Une tâche qui est ni urgente ni importante, bon, on la fait pas. Ça sert à rien. Une tâche qui est importante mais qui n'est pas encore urgente, super. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire, mais pour l'instant, on n'est pas obligé de tout poser les crayons pour la faire. Donc très bien, on la planifie. On est dans la situation qui est assez idéale. Voilà. L'inverse, par contre, on a une tâche qui est urgente mais qui n'est pas importante, on ne se pollue pas avec ça. On trouve à la déléguer, cette tâche. Parce que de toute façon, elle n'a pas une importance qui justifie que nous, par exemple, en tant que manager, on gère ce truc-là. On doit déjà gérer tellement de choses qui ont énormément d'importance en parallèle. Quelque chose qui n'est pas important, on la délègue. Voilà. Ça peut aussi être, ces tâches violettes, là, les urgentes et pas importantes, c'est aussi vraiment la base de réussir à optimiser et valoriser ses collaborateurs. Voilà. Parce que la base de la délégation, c'est en effet libérer du temps, mais c'est aussi commencer à responsabiliser et autonomiser ses collaborateurs. Donc, si on arrive à déléguer la bonne tâche à la bonne personne dans les bonnes conditions, c'est gagnant-gagnant. Nous, on a économisé du temps et lui, il s'est senti valorisé, il a fait des nouvelles choses et en plus, on a capitalisé pour l'avenir. Et la dernière, c'est celle qui est urgente et importante. Là, c'est exactement le cas de Valentin. Il faut les faire. Et tant pis si on avait prévu la veille de faire autre chose, et c'est celle-là qu'on fait. C'est adapté. Ouais. Est-ce que c'est un outil que vous utilisez, que vous avez vu en formation peut-être, que des gens utilisent autour de vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est connu? Est-ce que ça fait, ça fait sens, hein? Je pense que tout l'apport visuel de schéma, ça reprécise et ça synthétise assez clairement des fois ce qu'on a peut-être du mal à formuler. Mais n'hésitez pas à nous dire si c'est quelque chose qui justement structure un petit peu mieux. Ouais, déjà vu, et j'essaie de l'utiliser au maximum sur un tableau blanc. Ah oui, voilà, encore une fois l'apport visuel. Ouais. Connu, mais m'en servir ne fait pas encore partie de mes automatismes. Ouais. C'est un peu comme un muscle, faut l'entraîner. Il y a vraiment un processus d'entraînement. Au départ, ça paraît un peu long, après un peu chronophage, un peu fastidieux parce qu'on a le sentiment, pour ma part, de me détacher finalement de mon focus. Mais c'est de pouvoir l'intégrer au focus. Et là, il y a tout un paramètre d'appropriation finalement des outils. Et c'est là, quelque part, qu'on essaie de mettre en œuvre des choses qui sont un peu différenciantes par rapport à nos normes pour justement aller appliquer des choses qui vont nous faire monter après en efficacité. Mais il faut, j'entends bien, Pénélope, il faut un processus d'intégration. Ouais. Et en effet, le partager, comme dit Valentin, sur un tableau blanc, ça permet aussi justement de donner autonomie et initiative à l'équipe. Une forme visuelle. C'est-à-dire que ça peut arriver que finalement des gens viennent dire là, moi, sur mes tâches, je suis bien, je vois qu'il y a des choses à déléguer, est-ce que tu veux que je m'en occupe? Voilà. Les gens n'auraient peut-être pas cette visibilité si. Voilà. La seule limite de ce tableau blanc, c'est attention au public qui accède à ça. Parce que, évidemment, quand il y a une tâche qui est identifiée comme pas importante sur ce truc-là, la personne qui a demandé cette tâche, elle peut être un peu vexée si elle est classée dans pas importante. Donc, voilà, des fois, il faut un peu assumer le fait de l'avoir classée comme ça. Oui, mais aussi temporaliser, non? Ça, voilà. Est-ce que c'est pas aussi de retemporaliser en disant c'est pas important maintenant, mais ce sera important à tel moment? Donc, en fait, on arrive à graduellement avoir une chronologie temporelle, quoi. Voilà. Et ça ne marche que justement si on repasse très régulièrement sur ses priorités. Parce qu'en effet, quelque chose qui est important mais pas urgent aujourd'hui, il va très rapidement, si on ne le fait pas, changer de case pour monter dans important et urgent. Donc, c'est un tableau qu'on doit rechallenger en permanence. C'est ça. Et puis, je ne sais pas si vous travaillez en agilité, mais l'agilité a justement essayé de condenser ces différentes notions dont j'ai parlé, de mettre en œuvre ces différentes notions pour optimiser les projets. Alors, tout projet n'est pas éligible à de l'agilité, mais c'est vrai que dans l'agilité, on retrouve cette notion de focus. Quand on travaille en sprint, finalement, on fige un périmètre pour le sprint, et sauf vraiment gros problème,
on ne touche pas au contenu de ce sprint pendant 2 semaines, on laisse les gens travailler sur leur sprint et puis on leur redonnera du boulot la fois d'après. Donc, on organise finalement cette diminution des impondérables. L'agilité, ça n'est qu'un monde de routine. Le sprint est jalonné de rituels, les daily meetings, les sprint planning, les rétrospectives, etc. Donc, tout est bien calé. Quand on travaille en agilité, c'est une espèce de machine qui avance comme ça, toujours selon la même organisation. Et ça aide les gens à se caler. Ils savent, là, dans 4 jours, on a la démo. Il faut qu'on commence à préparer notre truc. Dans 3 jours, on a ça. Dans le daily, je vais pouvoir parler de ça, etc. Voilà. Donc, vraiment, le terme, c'est même pas des routines, c'est des rituels. C'est vraiment très fort comme terme. Et puis, rechallenger les priorités avec les parties prenantes, c'est quelque chose qu'on fait finalement à chaque sprint. À chaque fois, on se dit, en fait, maintenant, là, c'est quoi ta priorité? Ça sert à rien de planifier dès maintenant 4 sprints de 2 semaines, puisque en fait, ça se trouve, dans 2 semaines, tu auras changé tes priorités. Donc, je vais te les demander à chaque fois que je lance un sprint. Quelles sont tes priorités? Et le meilleur exemple de ça, c'est qu'une tâche qui n'est pas finie dans un sprint, elle ne va pas systématiquement dans le sprint d'après. Parce que se trouve, entre-temps, la priorité a complètement baissé. Donc, une tâche qui n'est pas finie dans le sprint, elle repart dans le backlog, dans la liste de toutes les choses à faire. Et le métier dit oui ou non, est-ce que je la remets dans le prochain? Parce que ça se trouve, en fait, j'en veux plus de cette tâche. Donc, Et puis, je finis par cette belle illustration que vous avez peut-être vue en formation management, mais c'est la notion d'itératif et incrémental. Travailler de manière itérative, c'est la première ligne, c'est-à-dire je fabrique ma Joconde morceau par morceau, avec le risque aussi des fois que les morceaux, je ne les place pas au bon endroit. Donc, et si le projet s'arrête, comme l'a dit Valentin, sur diminution de budget, je me retrouve peut-être avec l'image 2, là, une espèce de bout de Joconde comme ça, qui n'est pas forcément utilisable. Voilà. Le travail entièrement incrémental, c'est je pars d'un croquis complet et au fur et à mesure, je vais l'améliorer. Là encore, le problème, c'est que si j'améliore partout en même temps, je vais mettre beaucoup de temps à obtenir le résultat final. Et entre-temps, si mon projet s'arrête au milieu, j'ai un truc, on ne le mettrait pas au Louvre quand même, le 2. Alors que potentiellement, quand je travaille et en itératif et en incrémental, mon incrémental m'a permis de cadrer vraiment mon projet et de le spécifier de plus en plus. On voit sur l'image 3 que autant le visage de la Joconde est important, donc on l'a travaillé vraiment, mais en même temps, on continue à spécifier petit à petit le reste du corps et on finira vraiment le projet à l'étape 6. Pour autant, à l'étape 4 ou à l'étape 5, j'ai déjà un truc qui est plutôt sympa. Donc, si le projet s'arrête, voilà, j'ai quand même quelque chose, il faut toujours penser à ça. On en parle, des diminutions de budget, des arrêts, voilà. En itératif et incrémental, j'ai quelque chose d'utilisable. Maîtrisable. On arrive à la fin de notre atelier. Est-ce que vous avez des retours, des partages? Est-ce que, un retour à chaud pour ceux qui sont encore là et qui n'ont pas dû filer déjeuner rapidement? N'hésitez pas. On espère que ces différentes propositions et thématiques rentrent un petit peu dans le cas de formes qui vont pouvoir être utilisées ou sur lesquelles vous pourrez avoir une réflexion. Alors peut-être que tout le monde est déjà un peu en passe d'aller sur un retour au retour enchaîner dans sur la réunion de 14 heures. Enchaîner, oui, parce que on essaye de faire vraiment, on prend en compte ça et de faire au plus synthétique possible pour que ce soit le plus efficace et en même temps que ça vous donne quand même quelques pistes de réflexion, que ça initie un petit peu la curiosité chez vous de voir, suivant les modèles qu'on met en place, qu'est-ce qui serait pertinent quelque part d'aller creuser. S'il y a des choses, comme disait Pénélope, que c'est pas évident, qu'on l'a pas complètement mis en maîtrise, comment finalement on agence une sorte de structuration pour avoir un temps d'imprégnation. Mais merci à tous d'avoir été présents. Merci. On espère que c'est le plus synthétique. Merci à vous pour vos interventions. Et reste à mettre en place, évidemment. Et on est là, on continue. N'hésitez pas à nous faire vos. Il va y avoir bientôt une communauté manager qui va s'ouvrir dans un réseau social.
on va vous en faire part par la suite, mais au moins vous aurez l'occasion de pouvoir continuer à partager et à poser des questions sur les thématiques que vous souhaitez approfondir. Merci Valentin, Pénélope, Faustine également, et à tous qui n'ont pas participé, mais on sait que vous êtes là. Merci beaucoup pour vos présences à cet atelier et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à Bonne tous. journée. Bonne journée.